Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. Et le journal de 8h avec David Doucan. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une, David. Peut-on se payer le luxe de refuser la création de 2000 emplois pour le maire de Chartres? La réponse est oui. Il a rejeté l'installation d'une plateforme logistique de commande sur Internet. La raison qu'il invoque vous surprendra dès le début de ce journal. Les actes antisémites en France sont en très forte hausse depuis le mois de janvier. Une recrudescence inquiétante pour le Premier ministre qui dévoile ses chiffres en ce jour anniversaire de la Nuit de Cristal. Et puis Paris sera le centre du monde ce dimanche. Pour le centenaire du 11 novembre 1918, nous accueillons 72 chefs d'État, dont les présidents Trump et Poutine. Le dispositif de sécurité est impressionnant. Nous vous en révélons les détails dans cette édition. Europe 1. Prenons donc la direction de Chartres. Le maire LR de la ville, Jean-Pierre Georges, a dit non à l'implantation d'une entreprise concurrente d'Amazon qui voulait installer une plateforme logistique. À la clé, il y avait 2000 emplois. Il y a 8,3% de chômeurs à Chartres. On aurait pu croire que le maire allait sauter de joie. Au contraire, il a refusé parce qu'il ne voulait pas dénaturer la sociologie de sa ville. En clair, il craignait que cette entreprise ne fasse venir une population ouvrière. Le récit de Théo Manval. Dans la file d'attente de l'agence Pôle emploi, la nouvelle reste en travers de la gorge. Refuser les 2000 emplois d'un centre de préparation de colis, incompréhensible pour Christelle et Michael. Je trouve ça inadmissible. Moi, ça va faire 2 ans. Je cherche, mais il n'y a rien qui aboutisse, même dans les boîtes d'intérim, c'est pas normal. C'est même insultant vis-à-vis de ces citoyens. Là, comme c'est le marché de l'emploi, on ne peut pas se permettre de faire les difficiles. Vous, ça vous aurait dit? Ouais, carrément. À la fin, c'est pas qu'on désespère, mais voilà quoi. Nous, on demande juste à travailler en fait. Chartres compte 8% de chômeurs, 12 si on englobe l'agglomération. Mais le maire, les Républicains, Jean-Pierre Georges, se justifie. Il ne veut pas modifier, dit-il, la population de sa ville. Une population dans une ville, il faut que ça soit équilibré. Quand vous mettez comme ça d'un coup 2000 emplois de même type, eh bien vous faites un déséquilibre sociologique. Dans ce type de job, en 3-8, des populations vont venir d'autre part. Il faudra leur fournir des logements. Ici, on est déjà en surcapacité au niveau du logement social. En clair, pas envie d'attirer plus de travailleurs pauvres et peu qualifiés. Jean-Pierre Georges met aussi en avant le risque de voir fermer ce site aussi vite qu'il serait arrivé dans quelques années et assume une décision risquée à 1 an des élections municipales. À Chartres, Théo Manval, Europe 1. Dans l'actualité, David, une attaque au couteau qui vient de se produire dans le centre-ville de Melbourne en Australie. Oui, plusieurs personnes ont été poignardées. Les secours ont déclaré avoir traité 3 blessés sur les lieux, dont un dans un état critique. Les médias locaux ont diffusé une vidéo montrant un homme de grande taille en train de porter des coups de couteau à des policiers avant d'être abattu. Nous vous tiendrons informés sur Europe 1 dès que nous aurons davantage de précisions. Et également cette recrudescence des actes antisémites en France. Oui, plus 69% depuis le début de l'année, alors qu'ils étaient en baisse en 2016 et 2017. C'est le Premier ministre qui s'alarme de cette situation dans une tribune qu'il publie ce matin sur Facebook. 80 ans, jour pour jour, après la Nuit de Cristal et ses exactions nazies contre les Juifs en Allemagne. Chaque agression perpétrée contre un de nos concitoyens parce qu'il est juif, écrit Édouard Philippe, résonne comme un nouveau bris de cristal. Fin de citation. Et cette question maintenant, tout le monde est-il solidaire du mouvement de grogne contre la hausse des prix du carburant? La réponse est non, Pierre. Tous les Français ne sont pas des gilets jaunes. Beaucoup de nos concitoyens sont hostiles à l'idée d'un blocage du pays le 17 novembre prochain. C'est le cas d'un père de famille de Tours qui a exprimé son agacement sur Facebook. Un message partagé plus de 100 000 fois en une semaine. François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest, l'a rencontré. Ce soir-là, Anthony Hamon regarde une vidéo. En 40 ans, 60% des animaux sauvages de la Terre ont disparu. À ses côtés, son petit Marcus, 2 ans, tourne les pages de Choupi au zoo. Dans 20 ans, mon fils ne verra pas la moitié des animaux en question. Tout ça, Anthony l'écrit sur Facebook sous un titre rageur. Va te faire foutre avec ton 17 novembre. Au total, une trentaine de lignes qui veulent remettre les pendules à l'heure. On se focus sur le prix de l'essence qui augmente, alors qu'à côté de ça, les gars, on fonce dans le mur en fait, c'est ce que j'ai écrit. On n'arrête pas de nous dire depuis des années que la planète a déjà foncé dans le mur. Moi, ça me fait peur en fait en tant que papa. Aujourd'hui, ma priorité, c'est pas le prix de l'essence, même si j'ai une voiture et que effectivement ça me coûte plus cher et que je préférerais payer moins cher. Mais il y a une vision court terme et il y a la vision long terme. Je pense que oui, effectivement, on va être obligé d'augmenter le prix de l'essence. Il y a 100 000 personnes qui ont partagé. J'ai reçu plus de 18 000 messages depuis vendredi. 17 000 qui sont tous positifs et bienveillants. Il y a beaucoup de parents qui pensent le fond de mon message. Anthony Hamon ne sera pas l'un des porte-voix des anti-blocages. Il veut juste faire comprendre l'urgence qu'il y a à sauver la planète. Tour François Coulon, Europe 1. C'est le feuilleton politique de la semaine, David, le périple mémoriel d'Emmanuel Macron. Oui, le
président sera aujourd'hui dans la Somme avec la première ministre Theresa May pour honorer les soldats britanniques tombés en France en 14-18. Le parcours mémoriel se terminera ce dimanche à Paris. Les commémorations du 11 novembre prendront l'allure d'un immense sommet international, 120 délégations, 72 chefs d'État. Je vous laisse imaginer les mesures de sécurité et de restriction de circulation que cela va entraîner dans la capitale. Tous les détails, Jean-Jacques Herry. Un mélange entre la grande marche de janvier 2015 pour Charlie Hebdo et la COP 21. Voilà comment un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur décrit le dispositif de sécurité de ce week-end. 98 délégations à loger et à transporter, 10 000 forces de l'ordre sur le pont et parmi elles 500 policiers affectés à la sécurité rapprochée des dignitaires. Depuis un mois, les réunions techniques et diplomatiques se succèdent et ces dernières heures, elles s'accélèrent. Chaque pays a ses exigences avec lesquelles il faut composer. Le cahier des charges américain est l'un des plus pointus. Donald Trump se déplacera avec sa propre voiture blindée venue de Washington. Avec lui, 1 millier de collaborateurs, dont 700 directement responsables de sa sécurité, allant jusqu'à faire remesurer la piste de l'aéroport où se posera Air Force One. La multiplicité des lieux de rendez-vous complique aussi les choses. Exemple dimanche, commémoration à l'Arc de Triomphe, déjeuner à l'Élysée et concert pour les conjoints à Versailles. Les routes seront bloquées, la circulation un cauchemar. Pendant 3 jours, Paris sera sous une bulle de sécurité. Le ciel sera lui aussi particulièrement surveillé afin d'éviter toute intrusion de drones. Précision signée Jean-Jacques Herry. Le géant bancaire suisse UBS risque de regretter d'avoir poussé de riches clients français à pratiquer l'évasion fiscale. Le parquet national financier a réclamé hier une amende d'un montant de 3,7 milliards d'euros. Et la suite du journal David Doucan, on revient sur le sujet du harcèlement scolaire. Oui, nous diffusions hier des témoignages bouleversants. Parlons ce matin des solutions pour endiguer ce phénomène. L'éducation nationale forme ses personnels à une technique suédoise qui a fait ses preuves. Cela s'appelle la méthode PICAS. Le principe, c'est de convoquer le harceleur et la victime et de les pousser à trouver ensemble une solution. Virginie Salmen a assisté à l'une de ces formations. C'est un vrai cas de harcèlement que les professeurs vont rejouer comme des comédiens. Celui de Quentin, élève d'un petit collège rural, victime de crise d'angoisse parce qu'il se dit harcelé par une certaine Julie, reçue en entretien par sa prof. J'en peux plus de cette situation. Quentin, j'en ai trop marre. Et au fil des entretiens, Julie va concéder que son rôle de leader de fille populaire a pu amplifier la souffrance de Quentin, mais lui aussi admet qu'il a insulté Julie et le soufflet retombe. C'est toute la complexité de ces situations qui se dénoue, explique Jean-Pierre Bellon, pionnier en France de la méthode PICAS. Il faut cesser de penser que les harceleurs sont des espèces de brutes par nature. Donc arrêtons de penser que les intimidateurs, c'est les enfants des autres. Les intimidateurs, ce sont nos enfants, ce sont nos élèves et c'était peut-être nous-mêmes quand on était à l'école. Et les résultats sont bluffant pour Delphine Malavski, responsable climat scolaire dans l'académie de Reims. Elle était pourtant sceptique au départ. C'est beaucoup plus efficace parce qu'en fait, on inverse la tendance. Le leader négatif devient le leader positif, propose des solutions, ça le responsabilise et très vite, la situation s'inverse. En moyenne, une situation d'intimidation se résout en 2 à 3 semaines dans 8 cas sur 10 grâce à cette méthode. Les informations de la spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Et maintenant, un duel de gentlemen. Oui, vous faites référence, Pierre, à la route du Rhum. Oui. À quelques jours de l'arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, François Gabard est en tête. Francis Joyon le talonne. Tournons-nous vers notre spécialiste Corinne Boulou. Corinne, cette bagarre, c'est aussi une confrontation générationnelle. Oui, alors 27 ans les séparent et ils sont dans le match pour la victoire tous les deux. Avantage à François Gabard qui n'a plus lâché la tête de course depuis l'abandon de Sébastien Josse lundi dernier. À bord de son maxi trimaran massif capable de s'élever au-dessus des flots, ce qui doit être le cas en ce moment dans l'Alizé. François Gabard, plus véloce, a réussi à creuser l'écart avec Francis Joyon. À 62 ans, le roc breton est à 200 km derrière, en embuscade. Et le jeune Charentais de 35 ans, breton d'adoption, se méfie de celui qui écume les mers en multicoque depuis une quarantaine d'années. C'est un mec qui connaît super bien son bateau, qui connaît le multicoque comme jamais, comme personne. Il sait faire avancer n'importe quel bateau à plusieurs coques. Avec le niveau de préparation qui est assez faible, c'est fou ce qu'il arrive à faire. Donc je suis assez épaté qu'on soit là tous les deux. Les deux maxi de trimaran filent dans les alizés désormais établis. La mi-course a été franchie hier. Il leur reste encore 2600 km à parcourir pour une arrivée qui se profile dimanche à Pointe-à-Pitre. Merci Corinne Boulou. Et vous y serez à Pointe-à-Pitre pour nous la faire vivre, cette arrivée du Route du Rhum, sans doute
donc ce dimanche sur Europe 1. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a exprimé sa consternation après la révélation d'un fichage ethnique dans le recrutement du Paris Saint-Germain. Le club parisien a en effet confirmé que des formulaires avec des contenus illégaux ont été utilisés entre 2013 et 2018. Mais la direction du club dénonce une initiative personnelle d'un responsable qui aujourd'hui ne fait plus partie des équipes. Merci, c'était le journal de David Doucan.